Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre consoeur Tiffaine Ragnaud, sortie de Nantes récemment en 2018. Bonjour Tiffaine, comment ça va ? Bonjour, très bien et vous ? Alors Tiffaine, tu es vétérinaire mixte, mais le cœur à la rurale plus qu'à la canine, si j'ai bien compris, dans le Finistère, depuis ta sortie d'école. Mais tes conditions d'embauche et de travail sont particulières puisque tu suis un double parcours sportif et professionnel. Tu n'es donc pas que véto, tu es aussi une sportive de haut niveau, navigatrice exactement, et tu prépares actuellement la Transat Jacques Vabre, qui est une course à la voile transatlantique en double. Alors tu me pardonneras, j'y connais pas grand-chose, donc mes questions seront forcément un peu naïves, mais bon, je sais que tu seras indulgente. Je t'ai contactée parce qu'il y a deux consoeurs qui m'ont demandé cette interview le même jour. Alors je vais les dénoncer, une fois n'est pas coutume. Il y a Cécile Hainaut, qui est en Bretagne, et Inès Fruit, que j'ai le plaisir d'interviewer, c'est l'épisode 15 pour nos auditeurs. Alors deux demandes identiques le même jour, je pense que c'était un signe du destin. Et puis je t'ai googlisé évidemment et je me suis dit que ça valait vraiment le coup de te contacter. Donc je suis très contente que tu aies accepté. Prête Tiffaine, tu me fais monter à bord ? Prête, avec plaisir. Bon alors tu la connais cette première question de Veto Micro, on en a parlé en off juste avant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Alors, c'est vrai qu'on en a parlé juste avant parce que, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense que je fais partie de ces petites filles qui, très jeunes, se sont dit je veux faire vétérinaire. En y réfléchissant juste avant de venir, en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois qu'on me posait la question, c'était ce que je voulais faire. Le pourquoi, je saurais pas vraiment. Je sais que à partir du moment où dans les études, ça s'est un petit peu précisé. Il a fallu se dire qu'il y avait quand même un petit peu de travail parce que le parcours classique, pour moi, ça a toujours été le bac S, la prépa bio et après l'école véto. Quand il a fallu travailler, je m'y suis mise et pour moi, c'était normal. Plus on me disait que soit ça allait être compliqué parce que j'étais pas forcément la première de ma classe à chaque fois ou pas forcément celle qui s'en sortait toujours le mieux à l'école, même si c'était pas forcément très compliqué. Mais on t'a dit que ce serait compliqué ? On m'a dit plus d'une fois que ce serait compliqué. Alors, au collège et au lycée, c'était plus parce que ma grande sœur était passée avant, avait des grandes facilités à l'école. Moi, c'était facile, mais un peu moins. Donc, on me disait, ça va peut-être être compliqué d'avoir plus ou moins la même voie ou les mêmes envies, parce qu'elle a fait la même prépa bio que moi, en fait, mais pour choisir une école d'agro après. Et donc, on m'a dit plus d'une fois que ce serait compliqué. Et puis dans la tête des gens, des études de vétérinaire, c'est des études longues, donc très ça difficile, très difficile et qui coûtent très cher. Donc pareil, on m'a dit ce sera compliqué parce que j'ai pas une famille qui a forcément des grands moyens. Et plus on me disait que ce serait compliqué et que j'aurais peut-être du mal, plus je me disais que c'était quand même vraiment ce que je voulais faire et que. Mais c'est ton entourage familial qui disait ça ou c'est plutôt non, pas forcément. Scolairement, c'est des profs ou plutôt des profs. Non, mes parents ont toujours été derrière nous à partir du moment. La seule exigence à la maison, c'était d'avoir son bac. Après, on faisait ce qu'on voulait. D'accord. Et on a tous des parcours un peu différents dans la famille parce qu'on est 4 enfants. Mais ils ont toujours été derrière nous. Quel que soit le projet, ils nous ont plutôt supportés. Et parce que j'ai fait, en fait, avant de faire du bateau, j'ai fait beaucoup d'équitation. Ouais. Ma mère était là et pour elle, les études, il y avait rien d'incompatible les deux ensemble. Mais non, c'était plutôt dans l'entourage des profs. Et puis des connaissances ou des amis de mes parents. Et dès le collège, finalement, on essaie de te décourager. Ouais, dès le collège. Ça dure, hein.
Un petit peu. Après, finalement, moi, je lui prêtais pas forcément trop attention. Mais c'est vrai que, après la prépa, qui a pas forcément été facile, surtout en deuxième année avec le concours. Après, j'ai fait que 2 ans. Finalement, je me rends compte avec le recul. Il y en a beaucoup qui ont fait 3 ans. 3, bien sûr. T'as bien fait t'écouter, en fait, finalement. Je suis quand même arrivée à l'école où je me suis dit, j'ai fait tout ça, mais mes parents sont pas du milieu. Est-ce que finalement c'est vraiment ce que je veux et ce qui est fait pour moi? La première année a été quand même pas mal pleine d'appréhension par rapport à ça. Et quand tu dis pas du milieu, c'est quel type d'enfance que tu as eu, pas proche des animaux, pas à la campagne, c'est ça que tu veux dire? Alors j'ai grandi entre Paris et la Normandie. Parce que mes grands-parents avaient une maison en Normandie et j'avais la chance d'y passer tous les week-ends. Après, j'ai vraiment grandi en ville. On n'a pas eu énormément d'animaux à la maison parce qu'on a dû se battre étant enfant pour avoir un chat et un lapin. Mes parents sont pas très animaux plus que ça. Ma mère est instite et mon père est ingénieur, donc vraiment plutôt loin des animaux. Après, c'est vrai que je montais beaucoup à cheval, donc j'ai été pas mal en contact avec ces animaux-là. Quand on était en Normandie, le soir, j'allais jouer avec les vaches, voir les vaches du voisin et j'essayais de les caresser à travers la clôture ou ces choses-là, mais c'était mes seuls rapports avec les animaux avant l'école, en fait. Et je reboucle avec le bateau. En fait, finalement, dans ton enfance, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de mer. Alors un petit peu. Pareil, on passait les vacances d'été chez nos autres grands-parents près de Bordeaux, à Lacanau. Et mes parents voulaient pas qu'on reste dans le jardin à tourner en rond ou devant un écran tout l'été, donc ils nous ont poussé à choisir une activité et ils nous ont proposé spontanément la voile parce que mon père avait fait un peu de voile étant jeune et il adorait ça et on était près de l'eau. Et mon petit frère a choisi le surf et en fait j'ai choisi le surf aussi parce que j'avais peur de naviguer sur le lac l'été. Donc mon premier rapport avec l'océan ça a été plutôt par le surf. Et la voile, j'avais peur. D'accord, c'est marrant. Comme quoi. C'est très rigolo. Et finalement, donc si on reprend là où t'en étais, donc la prépa et l'intégration, donc tu fais 2 ans de prépa, tu choisis Nantes pour quelle raison? Justement pour me rapprocher de l'océan. En fait, arrivée en deuxième année de prépa, j'ai vraiment complètement rejeté la vie parisienne. Je supportais plus les trajets, d'être pressée tout le temps en fait. Alors je sais pas si c'était plus la région parisienne ou la prépa finalement qui ont fait ça, mais j'avais vraiment envie de me rapprocher de la mer, notamment parce que j'avais vraiment accroché avec ce milieu grâce au surf. Et Nantes c'était celle qui était la plus proche de l'océan, donc c'est vraiment celle que j'ai choisie pour la localisation. D'accord. Et d'un point de vue vétérinaire, qu'est-ce que tu gardes de ces années-là à l'école? Si on se concentre vraiment sur la partie vétérinaire de l'histoire. Alors sur la partie, en fait, c'est ce que tu disais un petit peu au début. C'est vrai que moi, la partie océan, que ce soit voile ou surf et vétérinaire, ont toujours été très liés. Parce qu'en fait, je suis arrivée à l'école vétérinaire, je voulais faire de la biologie marine. J'adorais le milieu marin, j'étais fascinée par tous les mammifères marins. Et puis en discutant et en faisant de plus en plus de stages pendant les études, je me suis rendu compte que finalement j'aimais beaucoup le contact avec la clientèle. D'accord. Que si je partais en biologie marine, c'était plus de la recherche ou éventuellement des parcs zoologiques parce que j'ai fait quelques stages à Océanopolis à Brest. D'accord. Dont un hiver en deuxième année ou entre je crois que c'est la Toussaint et décembre ou même un peu plus tard, tous les week-ends j'allais là-bas parce qu'ils ont un centre de soins pour la faune sauvage. Ouais. Et donc j'allais m'occuper des phoques là-bas. Donc je savais que j'aurais peu de contact avec les gens et finalement c'est aussi ce que j'aimais avec le métier de vétérinaire, c'était à la fois le fait qu'on prenne soin des animaux mais qu'on ait un contact avec des gens et qu'on ait ces échanges. Ça, t'en es consciente dès l'école en fait finalement, ce qui est pas si courant que ça. Alors ce qui est rigolo c'est que j'en ai conscience dès l'école mais que c'est aussi un petit peu parfois ce qui me pèse aujourd'hui maintenant que je travaille. Donc c'est à la fois ce qui m'a attirée vers le métier là qui parfois me pèse certaines semaines, c'est ce contact avec les gens qui est pas toujours simple. Qui est pas toujours simple, ouais. Donc après ces envies de biologie marine, je me suis dit peut-être que la clientèle sera plus frais pour moi parce que même si je suis pas la plus extravertie et la personne qui est forcément entourée de beaucoup de monde, j'aime bien avoir des contacts avec les gens, j'aime bien discuter, j'aime bien échanger et partager des choses avec les gens. C'est pour ça que la clientèle me plaisait aussi parce que finalement
On partage beaucoup surtout avec nos éleveurs, parce qu'on va chez eux, et c'est ça qui me plaisait bien. Et donc, au fur et à mesure de mes stages, je me suis rendu compte que même si j'étais une enfant des villes et que à l'origine je connaissais pas grand-chose des élevages, c'était vers les bovins et un petit peu les chevaux que je voulais m'orienter, et que c'était vraiment l'endroit où je me sentais le mieux, à la fois pour mon métier et par rapport aux échanges que je pouvais avoir avec les gens. D'accord. Et la partie voile, elle commence quand t'es à l'école vétérinaire? Elle commence vraiment quand j'arrive à l'école vétérinaire. En fait, elle commence le jour de l'intégration, où donc à Nantes, le système d'intégration, c'est un groupe de parrains-marraines qui intègre un groupe de première année. Donc je crois que moi de mémoire, j'avais 32 parrains-marraines. Et donc le premier soir, ça fait beaucoup, ça fait un sacré nombre. Le premier soir, quand on se présente, ils nous demandent un petit peu ce qu'on aime. Après, c'était avec les réseaux sociaux, on se renseigne toujours un petit peu sur les poulots qu'on intègre ou ces choses-là. Et ils avaient remarqué que j'aimais bien le surf et la mer. Et en fait, je pense que j'avais une dizaine de parrains-marraines qui faisaient partie du club voile de l'école à ce moment-là, et qui m'ont dit toi qui aimes la mer, viens essayer la voile avec nous, tu verras, c'est chouette, tu vas adorer, viens essayer avec nous. Donc ce sont des vétérinaires qui t'initient, en fait. Exactement. Et en fait, je me suis dit j'ai toujours eu peur avant, c'est trop bête, donc il faut essayer, et c'est comme ça que j'ai essayé. Et donc je me suis retrouvée tous les jeudis à aller à Pornichet, qui était le club où on allait naviguer avec l'école véto. Et en fait, j'ai assez vite accroché. Ça te plaît tout de suite? Ça me plaît tout de suite. Il y a un petit peu, moi, j'ai toujours eu un esprit de compétition, parce que quand je montais à cheval, je faisais des concours. Et il y a à la fois cet esprit de compétition, mais aussi le fait, on est 5 à bord des bateaux. D'accord. Donc il faut apprendre à travailler en équipe, il faut apprendre à communiquer ensemble. Et je sais qu'au fur et à mesure de ma pratique sportive, plus j'ai navigué en équipage, plus j'ai dû aussi apprendre à gérer moi mes émotions et à progresser avec mes équipiers. Et je sais que les deux, à la fois ma pratique de la voile et mon métier de vétérinaire ou les études de vétérinaire, se sont beaucoup apportés l'un à l'autre, parce que les qualités requises pour l'un, en fait, finalement, nous servent pour l'autre. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours eu autant d'investissement, on va dire, dans les deux milieux. Et est-ce que c'est un sport où tu as très vite de la satisfaction, ou alors il faut beaucoup de temps avant d'avoir la maîtrise? Alors, l'avantage de naviguer en équipage, c'est que avec des personnes qui sont un peu meilleures, on arrive assez vite à progresser et on se porte assez vite. Après, j'ai fait une discipline qui s'appelle du match racing, donc c'est vraiment du 1 contre 1. Donc c'est 2 bateaux qui vont s'affronter et prendre un départ, et globalement il y a un bateau qui gagne, un bateau qui perd. Et quand on commence, là on peut pas dire qu'on ait de la satisfaction très vite, parce que très souvent, comme le niveau est assez bon, on perd assez souvent. Et il faut aussi pouvoir se dire que pour progresser, il faut quand même passer du temps sur l'eau et passer du temps à affronter des personnes qui sont meilleures. Donc c'est exigeant quand même. C'est quand même exigeant. Après, c'est satisfaisant à partir du moment où on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on a acquis nous permet de progresser plus vite et d'aller plus vite. Et t'es encore à l'école quand tu fais du match racing? Je suis encore à l'école, oui. D'accord. Et à quel moment tu passes tu dis tous les jeudis, tu y allais une fois par semaine, à une activité qui commence à s'intensifier, voire à se professionnaliser? C'est dès l'école ou ça arrive après? C'est dès l'école, et c'est même très vite. Je pense que ça faisait moins d'une année que je faisais de la voile. En fait, le club où on naviguait a eu la volonté de monter un équipage féminin. Et comme à l'école véto, on est beaucoup de filles qui viennent s'entraîner tous les jeudis. Ils nous ont proposé de faire partie de cet équipage féminin. Et en fait, assez vite, je me suis investie, mais je me suis rendu compte que s'il y avait personne pour porter le projet ou pour être un petit peu leader, ça pouvait assez vite s'arrêter, parce qu'ils nous ont proposé de faire quelque chose, mais après c'était à nous de faire. Mais je pense, oui, dès ma 2e année d'école, j'ai commencé à naviguer le week-end aussi, à partir en compétition. Très vite, en fait, finalement. Ouais. Oui. Je pense que globalement, en 2013, donc mon année d'entrée à l'école, c'est l'année où j'ai ma première licence de voile. Et 2017, parce que je me souviens j'étais en 4e année, c'est l'année où on participe à nos premiers championnats du monde. D'accord. Donc ça va assez vite en fait. D'accord. Et le cumul finalement de tes études, qui sont quand même aussi relativement exigeantes, les études vétérinaires, même si c'est pas le même rythme que la prépa, plus cette activité-là, ça te prend beaucoup de temps. C'est comment tu gères ce cumul des deux? Alors, je pense que
c'est un peu compliqué à expliquer. La première année, j'ai assez peu navigué et je pense que c'est l'année où je me suis le moins bien organisée pour travailler, où je révisais mes partiels au dernier moment, ou peut-être aussi parce que c'est une année où j'ai relâché après la prépa. Et puis plus j'ai commencé à naviguer, plus j'ai essayé de m'organiser au mieux et je me rendais compte que j'arrivais à être plus efficace quand il fallait que je travaille. Parce que j'arrivais à me dire cette période-là elle est réservée que pour travailler, donc si je travaille pas là, de toute façon après je serai sur le bateau, j'aurai pas le temps, je pourrais pas. Et donc ça force un petit peu à s'organiser. Et la première fois, je pense que on se fait un petit peu avoir, on se dit oh bah c'est pas grave, je ferai en rentrant, puis en fait on rentre de navigation, on se rend compte que on est complètement crevé et que c'est pas possible. Donc le partiel qui suit, on a un 4 et là on se dit quand même c'est pas terrible. Donc ça force un petit peu à être plus organisé, à être plus organisé, plus efficace finalement. Oui. C'est un peu comme la parentalité, hein, quand t'as des enfants, tu te mets à être beaucoup plus efficace, bizarrement. Non mais du coup c'est très clair. Et alors, tu termines l'école, donc tu finis cette période-là. Étant donné que ça prend déjà une place considérable dans ta vie, comment tu t'organises pour ta première recherche d'emploi? Alors, ma première recherche d'emploi, je savais que je cherchais un poste plutôt orienté rural. Alors, je m'étais dit de la mixte, pourquoi pas, parce que des postes 100% rural, je sais qu'il y en a pas non plus forcément énormément, surtout dans l'ouest de la France et encore plus dans les régions que je cherchais, parce que j'ai vraiment choisi mon premier poste pour la géographie, un peu comme j'ai choisi Nantes en fait. Mon objectif, c'était de trouver un endroit où moi j'avais du boulot, où mon conjoint pouvait trouver du boulot parce que lui, il est ingénieur et architecte naval. D'accord. Donc l'objectif, il y a des zones plus ou moins bonnes pour ce type d'emploi. C'est ça. Et en fait, je suis tombée sur l'annonce d'Eurosport. Donc ma première réaction, ça a été le Finistère. Hein, je veux pas y aller, c'est le bout du monde, c'est trop loin. Puis j'ai quand même regardé où c'était. J'ai vu que c'était près de Concarneau et que c'était un endroit où lui pouvait avoir du boulot et moi aussi. Donc j'ai postulé, mais j'ai postulé en leur demandant tout de suite, voilà, je navigue. J'aimerais savoir si c'est compatible ou pas avec le poste que vous proposez, et si c'est compatible, comment on peut faire. Et comment ils ont accueilli ça? Et en fait, ils m'ont dit il y a pas de problème. Tu calcules le nombre de jours où tu navigues dans l'année. T'oublies pas de compter le nombre de jours de repos parce que il faut te reposer aussi. Et nous après on te proposera un contrat de travail en nombre de jours qui correspond. Et ça, tu penses que c'est parce qu'ils ont trouvé ça assez chouette finalement, ou alors que c'est vraiment le contexte actuel qui fait que c'est tellement dur de trouver des salariés que finalement on est dans une démarche où on s'ajuste à la personne qui propose? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a d'un côté mes deux patrons en fait sont assez sensibles à la voile, ils aiment ça, ils l'ont pratiqué un petit peu. Ça aide un peu. Voilà. Il y en a un qui a un voilier, enfin qui avait parce qu'il le vend, mais il y en a un qui a un voilier et ils sont assez sensibles. Et l'autre côté, c'est que ça faisait 1 an qu'il leur manquait quelqu'un, et c'est vrai qu'entre n'avoir personne et quelqu'un qui travaille 200 jours par an, parce que c'était mon contrat à l'origine quand j'ai été embauchée, finalement c'est mieux que rien. Ouais. Donc c'est un petit peu les deux. Et comment vous en discutez très concrètement? Du coup, tu dis on chiffre, on regarde les jours. Comment vous accordez pour être sûr qu'il y aura pas de problème derrière? Alors au début, en fait, moi je leur avais juste dit, voilà, je vais commencer à travailler au mois de septembre. Par contre, je crois qu'on avait un championnat de France ou un championnat du monde qui suivait dans les mois qui arrivaient. Et au début, je voulais juste leur demander pour cette période-là, et puis je m'étais dit, on verra un petit peu au fur et à mesure. Et c'est eux qui m'ont dit, non, il faut quand même que tu calcules le nombre de jours où que tu vas passer sur l'eau, et ce que je disais tout à l'heure, le nombre de repos et tout ça. Après, en fait, au fur et à mesure, ça s'adapte. J'ai vraiment la chance qu'ils soient très compréhensifs, parce que le problème de la voile, c'est que souvent on doit aussi s'adapter à la météo. Et puis quand on commence à aller à l'international, on doit aussi s'adapter. Les invitations, parfois, on les a très très tard. Par exemple, en 2019, juste avant le Covid, on est parti à Shanghai en compétition, et on a peut-être eu notre invitation qu'au mois de juillet. Donc quand on fait des plannings, du coup, ça veut dire une vraie logistique de planning pour tes patrons, quoi. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde accepte à la clinique de pas avoir des plannings fixes, ce qui est pas forcément simple
ni accepté par tous, parce que j'entends bien que quand ils ont des familles ou des choses comme ça, c'est plus facile de savoir que le mercredi on va être de repos. Tout à fait. Donc ça a été aussi un petit peu, ça a fait partie des négociations, on va dire, au début avec eux. Et il y a d'autres salariés vétérinaires? Oui, quand je suis arrivée, on était 3. Là, on n'est plus que 2. On a un 3e qui arrive, mais qui travaille que 80 jours par an, je crois, donc oui, assez peu. Assez peu, oui. Donc c'est vrai qu'il a fallu aussi que tout le monde l'accepte. Donc qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des échanges au sein de l'équipe, quoi. Oui, exactement. J'imagine que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, t'as l'air d'avoir quand même trouvé, pour l'instant, une solution. Alors, si on revient sur le métier vraiment de vétérinaire, donc tu cherchais pourquoi pas de la rurale pure. C'est de la rurale pure que t'as eu au début ou de la mixte d'emblée? Au début, c'était de la rurale pure. La seule canine que je faisais, c'était sur les gardes. Un peu compliqué, c'est un peu stressant, non? Ou... Alors les premières fois oui, j'ai eu la chance pour les premiers clients en fait canins que j'ai eu qui étaient des éleveurs de bovins qui maintenant se moquent un peu de moi parce que je n'arrivais pas à trouver une veine pour faire une prise de sang ou des choses comme ça. Mais ils ont été gentil. Voilà, c'est assez gentil. Après c'est vrai que tout ce qui est plutôt chirurgie sur les chiens et chats, ça c'était un peu plus compliqué. Après c'est vrai que sur les gardes finalement on fait vraiment que de la médecine d'urgence et finalement oui, t'es là pour stabiliser et puis c'est ça. Et puis après t'es aidé si y a des choses à faire en complément. Exactement. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans la rurale? Alors qu'est-ce qui me plaît? Je pense qu'il y a déjà, ce qui m'a attiré tout de suite, c'est ce côté d'être à l'extérieur, parce que je me voyais pas enfermée entre 4 murs toute la journée. Ça c'était sûr. Il y a à la fois ces échanges avec les éleveurs, au moins ce qui est d'un côté rassurant avec eux, c'est que quand on a des échanges avec eux, on sait qu'ils sont vrais. Quand on les gonfle, ils nous le disent. Quand ils sont pas d'accord, ils nous le disent. Parfois, c'est pas toujours simple parce que il faut quand même accepter quand on sort de l'école que la plupart des éleveurs, ou en tout cas une grande partie, quand ils nous appellent, pour eux, c'est un aveu d'échec. Donc, ils sont pas souvent contents de nous voir. Quand c'est pour de la médecine, on va dire individuelle. Quand on a, maintenant, je me rends compte qu'il y a tous les suivis qu'on met en place et des choses comme ça. Qui font que on a une relation particulière avec les éleveurs, avec une relation de confiance. Donc quand ils nous appellent, c'est pas forcément un échec, mais les premières vaches malades qu'on voit, en fait, finalement, pour l'éleveur, c'est un échec parce qu'il a pas réussi à soigner tout seul. Et du coup, on est là un petit peu pour ça. Donc ça a pas forcément été facile à gérer, mais parfois réussir à leur montrer que même si c'est eux qui sont au quotidien avec les vaches et qu'on est capable de leur apporter des solutions et pas forcément que des solutions qui vont leur coûter un bras, c'est aussi assez plaisant et c'est aussi ce que j'aimais bien. C'est satisfaisant. Oui, un petit peu. Et cette première année post-école, on sait que c'est souvent difficile parce qu'il faut se mettre dans un rythme. Les confrères, les consoeurs racontent que, et moi je m'en souviens très bien, on est très fatigué. Toi, pour autant, tu as ce cumul vraiment des deux activités. Comment tu gères ce niveau-là de fatigue? Et puis tu es en plein apprentissage, donc c'est une année qui est-ce qu'elle est difficile pour toi? Alors oui et non. En fait, moi, je crois que l'année que j'ai trouvée la plus dure, en termes de fatigue, ça a été la 5e année, parce que je l'ai faite en tutoré. D'accord, c'est intéressant. Donc j'étais en Normandie, dans l'Orne. Il y a à la fois, j'avais cette envie vraiment de profiter de la tutorée, de faire le maximum de choses que je pouvais faire. Je logeais sur place, donc je faisais très souvent les gardes avec les vétos. Donc finalement, quand il y a 7 vétos différents, eux ils font qu'une nuit de garde. Mais toi, moi je les faisais toutes. Alors on était assez, pas forcément très dérangés, peut-être grand maximum une fois par semaine, mais quand même. Et puis je pense que ce qui m'a le plus marqué pendant ma tutorée, c'est donc à Nantes, la tutorée c'était je pense que ça a un petit peu évolué maintenant, mais c'était bovine équine. Donc j'avais 30% d'équine et 70 de bovine. D'accord. Et quand je suis passée en équine, je suis partie faire une régate, je crois que c'était en Suède ou quelque chose comme ça. Je rentrais le dimanche soir et j'enchaînais le lundi sur l'équine. On était en plein pendant la période de suivi repro. Et je suis partie de Suède peut-être à 18h où j'avais une escale au Danemark où mon avion avait du retard. Et en fait, plus ça allait et plus je voyais que ma nuit allait se raccourcir. En fait, le temps d'arriver à Paris, de récupérer ma voiture, d'aller en Normandie, de me coucher, je pense que j'ai dormi 1h30.
Parce qu'en plus, en cours de route, le veto avec qui je travaillais le lendemain m'a dit, on a un suivi repro à 5 ou 6 heures demain matin. Oui, parce que souvent c'est très tôt. Parce que souvent c'est très tôt, et puis ils faisaient venir les gens à la clinique, donc c'est vrai que ils pouvaient se permettre de les faire venir très tôt et qu'ensuite on enchaîne. Et puis la nuit qui a suivi, à 4 heures du matin, il m'a appelé pour un cheval en colique, et en fait là je me suis rendu compte au bout de 3 jours que ça faisait quand même vraiment beaucoup et que j'étais extrêmement fatiguée. Vraiment pas beaucoup dormi. Voilà. Alors même si le lundi après-midi, à un moment où ça a été calme, il m'a dit va dormir 1 heure. Donc j'avais essayé de récupérer un petit peu, mais c'est vrai que parfois physiquement c'est un peu dur, et qu'il faut savoir bien s'organiser et récupérer dès qu'on peut. Alors ça le faisait un petit peu rigoler parce que souvent je m'endormais dans la voiture, mais il y avait des fois j'arrivais pas. J'arrivais pas. Donc finalement, en fait, ta première année de boulot, elle te semble moins fatigante que ta 5e année tutorée. Elle me semble pas forcément, ou t'as peut-être mieux appris à gérer ça. Je pense que la grosse fatigue que tout le monde ressent la première année, moi j'avais déjà commencé à la ressentir un petit peu avant. Alors je dis pas que la première année, quand je rentre à 21h30 ou presque, je dors le soir. Si, ça c'est sûr. Il y a beaucoup à gérer parce que on est très stressé. Il faut que, je me souviens les premières visites, je mettais énormément de temps parce que tous les produits, il fallait que je vérifie la dose, il fallait que je sois vraiment sûre. Je sais que j'ai tendance à beaucoup douter, beaucoup me remettre en question, donc c'est sûr que quand on part tout seul, contrairement à la tutorée, on a toujours le veto qui est avec nous, qui nous confirme. Donc en 30 secondes, finalement, c'est fait. Là, il faut vérifier à chaque fois la voiture. Puis on essaye de se dire, j'ai pas envie que l'éleveur il se dise que je suis pas compétente, donc on essaye de le faire discrètement. Donc finalement, ou alors on sait qu'on a un motif et on regarde sur son téléphone avant d'arriver chez l'éleveur dans ses cours, parce qu'on a encore accès un petit peu aux cours de l'école et qu'on a encore le réflexe d'aller chercher dans ses cours. Ça m'a permis d'éclater 1 ou 2 roues de voiture comme ça en faisant ça. Ah oui, carrément. Ah oui, la première année, pareil, avec le stress, j'ai dû mettre 2 fois ma voiture dans un fossé. Ouais, c'est très fréquent. Il y a Exactement. beaucoup de jeunes vétos. Ouais. Je peux pas dire que la fatigue, je l'ai pas ressentie, parce que tout ça, c'est un petit peu la fatigue et le stress qui nous le fait faire. Mais c'est vrai que ça m'a semblé moins violent parce que je l'avais déjà plus ou moins ressenti avec la tutorée. Je pense que la tutorée, j'ai vraiment géré que la fatigue, et arrivé au boulot, il y avait aussi le stress, l'appréhension et le fait d'être seule face aux éleveurs, même si j'étais pas seule finalement, parce que j'ai vraiment la chance là où je travaille, qu'on échange beaucoup. Ils ont toujours fait en sorte que les vétos soient interchangeables. On peut, personne n'a son client attitré, en tout cas pas en rural, même pour les suivis repro. Donc j'ai toujours eu l'impression d'avoir le soutien de mes collègues, et ça, je pense que c'est important, et que tous les jeunes confrères et consoeurs peuvent pas forcément dire la même chose, ou en tout cas n'ont pas ressenti la même chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de bien commencer dans mon métier, et qui a laissé la place aussi finalement à la voile, parce que quand on est relativement serein, même si on a le stress et la pression qu'on se met soi-même, si on sait qu'on a le soutien pour les 2 activités finalement de ses collègues, ça aide quand même pas mal à gérer les 2. Excellente transition. Du coup, pour cette partie voile, comment ça s'organise? T'as déjà commencé un petit peu la compétition quand t'étais à l'école. Comment ton parcours se poursuit dans ce domaine-là? Il y a eu à la fois des projets qui se sont poursuivis, en fait, que j'avais commencé à avoir quand j'étais à l'école, et qui se sont poursuivis derrière. Donc des équipages qu'on a gardé formés, notamment des équipages féminins. On a continué à aller à l'étranger. Donc ça, c'est des plannings qui se font plus ou moins sur 1 an. Comme il y a les étapes à l'étranger, il faut attendre d'avoir d'abord les dates de l'étranger. Puis il faut savoir. Donc c'est des épreuves de qualification? Non, en fait, alors c'est là que ça devient un peu compliqué. C'est des épreuves qui se font sur invitation. D'accord. Donc souvent ils invitent plus ou moins les meilleurs mondiaux ou pas. C'est un circuit mondial, donc forcément ils cherchent à avoir le plus de nations différentes. Donc les invitations se font en fonction du classement mondial de celui qui a la barre, qui est en fait un petit peu le leader de l'équipage.
Et le classement, on l'a suivant les résultats qu'on a fait les années d'avant sur des régates de ce type-là. D'accord. Donc à la fois au début quand on commence, il faut faire énormément de régates pour pouvoir monter un petit peu dans le classement, commencer à faire des résultats, progresser. Et puis au fur et à mesure, on a l'opportunité d'aller sur des événements plus ou moins importants. Après en France, en fait, on a un niveau qui est assez important parce que nous on a très longtemps été 3e équipage français, mais 8e équipage mondial. Donc c'est quand même un très bon classement. D'accord. En tout cas en féminin, c'est un très bon classement. Mais on n'avait jamais la certitude d'être invité sur les événements parce que quand ils avaient déjà 2 équipages français, ils cherchaient plutôt à avoir d'autres nations que nous. Donc en fait, t'attends cette invitation, t'es pas proactif dans ta recherche de compétition. En fait. Non, c'est une fois qu'on a le planning, on fait les demandes d'invitation et puis on attend de savoir si on va être pris ou pas. Alors parfois c'est un petit peu compliqué parce que quand il faut donner les plannings au patron, on leur dit voilà, il y a cette compétition là. Peut-être, mais je suis pas sûre. C'est ça. Donc à un moment ils m'ont proposé voilà, tu nous mets la liste des compétitions, tu nous dis celle-ci c'est sûr à plus de 80%, celle-ci c'est sûr à 50-80%, celle-ci c'est sûr à moins de 50%. Et puis donc c'est comme ça qu'on a essayé de construire au fur et à mesure. Et puis après il y a d'autres projets qui se sont rajoutés. Et puis j'ai voulu me lancer vers la course au large. Et donc à chaque fois ça a été une discussion un petit peu avec eux quand même. Alors est-ce que tu peux définir un petit peu la course au large? Alors oui. Donc c'est vrai que jusque là le match racing ou le bateau que je faisais en équipage, c'est des courses qu'on fait en gros entre 3 bouées dans des baies. C'est des parcours assez courts. Le match racing c'est 15 minutes. C'est vraiment court. Voilà, c'est très court. Par contre, on peut faire 8 duels dans la journée, par exemple, voire 12 quand il y a les conditions de vent le permettent. C'est le match racing. L'objectif, c'est vraiment de gagner face à son adversaire. Donc, s'il faut faire 50 manœuvres pour être sûr de passer devant son adversaire, on fera les 50 manœuvres. C'est très technique. C'est très technique. Ouais. Ça peut être très intense, même si la durée est très courte. Et c'est assez exigeant. C'est là qu'il faut avoir un petit peu ces petites routines, on va dire, son enchaînement de mouvements pour faire une manœuvre, par exemple. Comme ça, quand tout va bien, qu'on a le temps de le faire, on sait que ça se passe bien. Et comme en match racing, ça peut aller très très vite parce que on a un adversaire qui est très proche. Et ça nous apprend aussi à avoir nos habitudes, mais permettre de gérer aussi un petit peu l'imprévu. C'est là qu'il y a quand même un lien avec ce qu'on fait en tant que vétérinaire. C'est que c'est pas mal quand on opère un animal d'avoir sa routine pour que si quand on fait une césarienne, finalement l'ouverture, ça fait une étoile, on sache comment réagir, tout bêtement. La course en flotte, donc ce que je faisais en équipage, là on est 80 bateaux à faire le même parcours. Pareil, les parcours sont relativement courts, ils durent que 2 heures par exemple, grand maximum. D'accord. Mais tous les soirs on rentre à terre. Donc c'est physiquement parfois un petit peu plus intense que la course au large, mais c'est des choses où tous les soirs on dort dans son lit, le bateau il est au port et les bateaux sont relativement petits et assez maniables. La course au large, ça va vraiment être des parcours où on va partir d'un point A à un point B, on va passer plusieurs jours en mer, des nuits en mer du coup, soit en solitaire, soit en équipage. Moi j'essaye plutôt de me diriger vers le double solitaire. Mon objectif serait quand même de faire une grande course qui peut parler à certains, qui est la solitaire du Figaro. Donc c'est sur un certain bateau et c'est une course en solitaire sur 3 semaines avec entre 3 et 4 étapes. Donc pareil, c'est vraiment des courses où là on dort dans le bateau. Quand on est tout seul, il faut à la fois gérer son sommeil, le bateau, son stress, les conditions météo qui sont parfois celles annoncées, parfois celles pas annoncées. Parce que quand on part plusieurs jours en mer, en fait, c'est comme les prévisions météo qu'on peut avoir tous les jours à la télé. Passer 48 heures, les prévisions qu'on nous donne, on sait qu'elles sont relativement, fiables, mais dans une certaine mesure. C'est pareil quand on part en mer. En fait, passer 48 heures, les prévisions qu'on avait avant de partir, finalement, sont plus forcément certaines. Et si, suivant la catégorie, on n'a pas le droit de remettre à jour nos fichiers météo, on doit faire avec ce qu'on avait en partant. Ouais, et les d'accord. incertitudes qu'il y a avec. Et comment se fait ton cheminement entre tu commences par ces courses très courtes jusqu'à cette envie de faire de la course au large en solitaire? C'est quoi? C'est t'acquiers un niveau technique et t'as besoin d'un peu plus de challenge à chaque fois? Comment tu vis ça? J'ai acquis pas mal d'expérience au fur et à mesure avec les différents équipages. Après, j'avais un petit peu ce besoin de parfois sortir de ma zone de confort.
Peut-être pour me rassurer, parce que j'ai toujours beaucoup douté de mes choix, de ce que j'ai fait. Sortir sa zone de confort pour se rassurer, c'est pas fréquent, mais pourquoi pas. mais de me dire que si je pouvais en sortir et que j'étais capable de le faire par moi-même et pas toujours avec des équipages. C'est pas l'amour du challenge aussi? Si, c'est sûr, c'est l'amour du challenge, c'est le fait de se dépasser aussi, pousser plus loin et mais de se dire que c'est possible en fait, que finalement moi qui n'étais pas destinée à ça et qui est pas le parcours classique d'un marin non plus, parce que j'ai commencé tard, j'ai commencé qu'à 20 ans, j'ai pas fait certains supports qu'ont fait tous les marins qu'on peut voir qui préparent les Jeux Olympiques, qui font ces choses-là. Me dire que si finalement c'était possible et c'est quelque chose que je pouvais faire même avec un parcours pas classique. C'est là que ça recoupe un petit peu ce que je disais au début sur quand on m'a dit que finalement vétérinaire c'était pas fait pour moi parce que c'était peut-être trop dur, qu'il fallait les moyens financiers, que j'étais pas du milieu ou c'est un petit peu pareil avec le bateau. Je note, ne pas te dire que tu ne vas pas y arriver, que c'est pas possible. Exactement. Et du coup, quand tu dis j'ai commencé à 20 ans, donc là il y a quoi? Il y a 10 ans, pas tout à fait 10 ans de voile derrière toi. Et en fait, le niveau auquel t'en es arrivé aujourd'hui, en fait, en 10 ans, c'est ce que tu dis, c'est que c'est assez court. Comment tu as réussi à progresser si vite, du coup? Alors effectivement, en 10 ans, c'est assez court. Enfin, quand j'en discute, surtout avec mon conjoint, par exemple, qui lui baigne dans la voile depuis qu'il est tout petit, de temps en temps, il me dit ah oui, quand même, ça fait que 10 ans en fait que tu fais du bateau et tu te rends compte, tu vas faire une Transat Jacques Vabre et c'est vrai que moi, c'est une course où du coup, quand j'ai commencé à faire de la voile, ça fait partie des courses célèbres, donc j'ai commencé à regarder. Tous les marins un petit peu connus, même pour ceux qui font pas de voile, ont fait ce genre de course-là. Et tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que la Transat Jacques Vabre? Alors c'est une transat qui part du Havre et qui avant allait jusqu'au Brésil. Donc depuis le Covid, il s'arrête en Martinique maintenant, à la fois parce que c'est francophone aussi et parce que c'était plus facile après le Covid de s'arrêter en Martinique. C'est donc une course qui se court sur 4 supports différents, donc 4 bateaux différents. Il y a 4 catégories, on va dire, sur la course. Et c'est une course qui se court en double. Donc on n'est que 2 à bord du bateau. Et en général, on met entre 15 jours et 3 semaines, suivant les conditions météo, à traverser, à aller donc du Havre en Martinique. D'accord. Ça fait tes 30 ans cette année, je crois. J'ai lu un petit peu, j'ai préparé un petit peu quand même cette interview. Ce qu'on appelle aussi la route du café. Exactement. Et alors, qui est ce binôme? Alors, donc je partirai avec Pamela Lee, qui est une Irlandaise, qui elle a vraiment pour objectif de devenir marin professionnel et vraiment uniquement skipper en course au large. Qui a à peu près ton âge ou? Elle a 34 ans, donc un tout petit peu plus âgée que moi. Beaucoup plus d'expérience en voile parce que elle, pareil, elle a commencé enfant. Et a suivi justement ce parcours classique que peuvent avoir certains marins. Et vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés pour donc la sélection qu'on a gagnée. On a gagné une sélection qui s'appelle Cap pour elle, qui est une bourse mise en place par l'organisation de la Transat Jacques Vabre pour un duo féminin. Parce que la voile, c'est un milieu qui reste extrêmement masculin pour l'instant. Pourtant, c'est un des seuls sports où on concourt ensemble, les hommes et les femmes. Exactement. C'est un des seuls sports où hommes et femmes courent dans les mêmes classements, à armes égales. Mais pourtant, il y a encore alors sur les licenciés français, il y a que 37% de femmes. Et sur les grandes courses comme la Jacques Vabre ou la Route du Rhum, qui est une autre grande course au large, il y a entre 4 et 8%, on va dire, de femmes sur ces courses-là. Donc c'est vrai. Est-ce que tu sais pourquoi? Bon, je me doute que ça rejoint des tas de problèmes sociétaux, d'égalité homme-femme, mais est-ce que tu as quelques pistes de réflexion là-dessus? Je pense que une des raisons, c'est que pas mal de femmes osent pas. S'autocensurent, ouais. Et osent pas continuer en compétition et osent pas se dire que c'est possible et que si elles en sont capables. Je pense qu'au contraire, la voile, c'est un support qui est quand même merveilleux pour ça parce que c'est un support mécanique. Et j'y applique ce que j'y ai appris pareil en faisant mes stages de véto. J'avais un maître de stage qui me disait si tu n'es pas forte, sois intelligente. Globalement, sur le bateau, c'est pareil. Si physiquement, je suis un petit peu moins forte qu'un homme pour faire ce qu'il va faire, je vais un petit peu plus démultiplier les systèmes pour augmenter la force
dans les systèmes et du coup diminuer celles que moi je vais devoir mettre pour tendre l'écoute. Je vais adapter des petits systèmes pour me permettre de faire ça en plusieurs fois ou de faire ça un petit peu plus facilement. Enfin, le bateau, on peut vraiment l'adapter à chaque marin et donc c'est la chance qu'on a sur la voile et c'est un petit peu le message qu'on veut porter avec Pamela, c'est que c'est possible et on peut féminiser ce milieu-là. Et ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, par rapport au métier de vétérinaire, où on est 80% de femmes dans les écoles, Bien sûr. J'ai quand même évolué dans un milieu plutôt masculin où il faut savoir trouver sa place, mais j'ai jamais eu de grosses difficultés avec les éleveurs. Il faut certes leur prouver qu'on est autant capable que nos collègues, mais pas parce qu'on est une femme, juste parce qu'on est un jeune vétérinaire. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais bien qu'il arrive dans quelques années, parce qu'on va pas changer ça en quelques jours dans le milieu de la voile, mais juste que les femmes se disent pas que c'est pas possible et que c'est un exploit parce qu'on est une femme, juste que c'est un exploit en tant que marin, certes, mais pas en tant que femme. D'accord. Est-ce que il y a un lien aussi avec le côté maternité familiale qui fait que les femmes c'est plus difficile, parce que là tu parlais pas des qualifications, mais qu'il faut avoir fait monter son score, je sais pas comment on dit, mais pour pouvoir être invité à des compétitions. Donc si tu as des trous liés par exemple aux maternités, est-ce que tu peux moins faire de compétitions? Est-ce que c'est quelque chose qui pose question? Alors là, ça va être compliqué de répondre parce qu'en fait, en match racing, donc les invitations sur les compétitions dépendent effectivement d'un classement mondial. Ouais. En course au large, c'est un peu différent. En course au large, il faut la première chose qui nous permet de participer aux compétitions, c'est d'avoir le financement. Donc c'est plutôt trouver des partenaires. Après, c'est beaucoup moins compliqué de se qualifier sur des courses. Si on a les financements et c'est sûr que il faut savoir gérer la maternité avec une carrière sportive. Après, parfois avec les calendriers, on peut quand même, tout le monde ne choisit pas de tomber enceinte quand elle décide, mais on peut réussir à s'organiser un petit peu avec les calendriers de courses et de choses comme ça. Pour essayer de se qualifier. Donc c'est possible. C'est possible. Je dis pas que c'est simple, mais c'est possible. Mais c'est possible. Voilà. Après, parfois, il faut aussi savoir faire des concessions aussi dans certains plannings. C'est vrai que peut-être que si on décide d'avoir une grossesse, on fera pas le Vendée Globe en 2024, mais une possibilité de l'avoir en 2028. Il faut aussi, mais ça reste des incertitudes qu'on a avec des carrières de sportives. Mais tu dis que la voile s'ouvre quand même de plus en plus à ces sujets. Oui, elle s'ouvre de plus en plus. Après, c'est sûr que on pourra pas enlever qu'on peut pas partir sur un Vendée Globe en étant à 3 mois de grossesse parce que ça va durer 3 mois. Et, bien sûr. Mais ça s'ouvre. C'est vrai que la féminisation entraîne l'apparition de problèmes qui n'étaient pas forcément qu'il faut prendre en compte et gérer. Qu'il faut prendre en compte et auxquels les gens n'avaient pas pensé en fait. Après. Forcément, ça se fera pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça se fera pas du jour au lendemain, mais je pense que il y a des adaptations qui sont possibles, qui se mettent en place et qui peuvent permettre ça dans les années à venir. Et du coup, je repense donc à Pamela, ta coéquipière qui est irlandaise, donc vous parlez anglais? On parle anglais et français. On essaye chacune de faire un effort. Notamment parce que en fait quand on va être en course avec la fatigue, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué de communiquer quand on parle en français toutes les deux. Alors si on n'est pas capable ni l'une ni l'autre d'essayer de le dire dans les deux langues, je pense qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc c'est vraiment un travail. Donc vous apprenez, toi t'as un niveau d'anglais qui est bon? Alors moi j'ai un niveau d'anglais catastrophique quand j'arrive à l'école vétérinaire. Oui. Beaucoup de vétérinaires, on va dire. Après, il y a eu les stages à l'étranger où j'ai essayé de faire un effort et de parler pendant 6 semaines en anglais. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'ai décidé de me lancer dans la course au large, j'ai été aidée par un marin irlandais qui travaille maintenant en France depuis de très nombreuses années, qui m'a mis en contact avec beaucoup de navigateurs anglophones, qui soient irlandais, anglais ou américains.
Et donc j'ai été forcée, pour avoir des opportunités pour naviguer et me lancer dans la course au large que j'avais envie de faire, j'ai été un petit peu obligée de mettre à part. C'est souvent le cas quand il y a une nécessité. Voilà. C'est comme là, vous devez vous comprendre absolument quand vous êtes sur le bateau, donc vous êtes obligé d'apprendre la langue de l'autre, quoi. C'est ça. Si on reprend sur la Transat Jacques Vabre, comment on se prépare à une telle course, surtout en bossant en tant que vétérinaire rural? Il y a un coaching, comment ça se passe? Alors, ce qui est un petit peu particulier, c'est comme on n'est pas ni Pamela ni moi vraiment dans les circuits professionnels, on n'est pas intégré dans les grosses équipes qui ont leur coaching régulier, qui ont leur encadrement, on va dire déjà prédéfini et tout construit. Comme le projet s'est monté assez tard parce qu'il s'est monté qu'en début d'année. On en est un petit peu au début du projet, mais la Transat c'est déjà presque demain, donc il y a beaucoup de choses à faire. Parce que c'est quand là? C'est le départ est le 29 octobre. Wow. Et on est le 19 avril pour nos auditeurs. Voilà. Ouais. Donc c'est assez cool. Donc voilà, ça va arriver très vite. Donc il y a un petit peu beaucoup de choses à gérer. On essaye un petit peu de faire par étapes, on va dire. Donc on a notre bateau parce que on loue le bateau à un propriétaire qui naviguait pas dessus cette année. On l'a mis à l'eau il y a 10 jours. Donc là, on commence un petit peu à naviguer dessus. Moi, c'est un bateau que je connaissais pas du tout. Donc, il faut trouver ses repères. Il faut qu'on apprenne à naviguer ensemble parce qu'on n'avait jamais navigué ensemble, elle et moi. Et on a aussi... Ça fait quelle taille, ce type de bateau? Ça fait un petit peu plus de 12 mètres de long. C'est pas énorme, en fait. Vous êtes quand même... C'est pas énorme, mais en même temps, quand on est dessus, on se sent tout petit. Ouais, d'accord. Vous marchez pas dessus l'une l'autre. Non, alors après, l'espace de manœuvre, finalement, il est pas très grand parce que c'est des bateaux qui sont faits aussi pour que un marin seul puisse naviguer dessus. Donc, on se marche pas dessus, mais on n'est pas trop loin l'une de l'autre non plus. Non. Donc, il y a la prise en main du bateau. Avant même de penser aux entraînements avec un entraîneur, on voudrait avoir nos repères sur le bateau pour pouvoir, pour que l'entraînement serve à quelque chose, pour pouvoir ensuite travailler sur la performance et ces choses-là. Et on a aussi notre budget à boucler parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé les partenaires pour embarquer avec nous. J'allais te demander, tu parles de louer un bateau, voilà. Comment économiquement on se lance là-dedans, quoi? Financièrement, en tout cas, moi, sur fonds propres, c'est pas possible. Ouais. Parce qu'on est sur des ordres de prix qui sont de quel ordre? Alors, pour louer le bateau, c'est 90 000 € pour l'année. Mon Dieu. Ah oui, c'est pas des petites sommes. Voilà. Et si on arrive à monter le projet comme on voudrait le monter pour la Transat Jacques Vabre, donc en octobre, ça nous permettrait de nous verser un salaire parce qu'il va falloir moi que j'arrête de bosser pendant quelques mois au moins. Parce que c'est combien de temps, du coup? Alors c'est entre 15 jours et 3 semaines. Après, ce qu'il faut un petit peu prendre en compte, c'est que il y a une préparation quand même physique pour pouvoir gérer le bateau au mieux, à avoir avant. Donc où là tu ne pourras plus cumuler avec ton travail. Il y a une phase de la préparation que tu pourras plus cumuler avec ton travail. Exactement. Je pense que il y a un moment où avec la course qui approche, la fatigue qui va s'accumuler, le stress qui va monter. Je suis à peu près sûre que je vais réussir à me blesser si je fais pas que l'un que l'autre. Ça a été un petit peu un des problèmes les premières années où j'ai commencé à faire beaucoup de compétitions et tout en travaillant toujours au même rythme. En fait, la veille de mes départs en compétition, j'étais toujours extrêmement stressée de me blesser et ça a pas loupé. Il y a un vendredi à midi, j'ai réussi à m'ouvrir la main en faisant une castration sur un âne. Donc, sachant qu'on doit partir le lendemain matin, c'est vrai que quand on voit les 4 points de suture mis dans la main, ça fait pas très plaisir. Et en fait, je sais que si je cumule les deux jusqu'au bout, je vais me mettre en danger, je vais me blesser. Donc, parce que on peut pas renier le fait qu'un cheval ou une vache, parfois, on maîtrise pas tout, et même un chien ou un chat. Combien d'entre nous se sont retrouvés opérés à la clinique de la main pendant les études parce qu'on s'est fait mordre. Bien sûr. Donc c'est vrai que à partir de mi-août à peu près, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me concentre que sur la Transat. Et comment tu gères ça du coup professionnellement avec la clinique? J'ai essayé d'en parler au maximum avec eux. A priori, ce sera plutôt une mise à disposition. Comme un congé sans solde. Un congé sans solde. Ouais.
À la fois parce que avec le contexte actuel, ils ont pas envie de me perdre. Ah mais c'est vrai, c'est très dur. Donc c'est sûr recruter, que on remplace plus des congés mat, donc effectivement c'est un bon salarié, on a envie de le garder, donc on essaie de s'adapter. J'ai la chance d'avoir des patrons qui s'adaptent quand même beaucoup et quand je leur ai dit voilà, je veux partir sur la Jacques Vabre, ils m'ont juste dit d'accord. Donc a priori ce sera dû sans solde et puis après donc il te faut quand tu dis de verser un salaire, voilà, il faut une espèce de compensation. Donc il y a vraiment tout un business plan à monter, quoi. Hein. Oui. Il me faut une compensation, mais ne serait-ce que parce que j'ai fait un prêt pour mes études et qu'il faut que je rembourse ce prêt-là et même en plus t'as ton emprunt voilà. étudiant. Ouais. donc c'est sûr que donc là tu te consacres aussi, t'as une partie de ton temps qui est dédiée à la recherche de sponsors et à comment économiquement vous allez rendre ce projet viable. Exactement. La voile, ça reste avec toutes les valeurs qu'elle peut véhiculer. Un support publicitaire pour certaines entreprises qui va être très intéressant. Donc, on peut leur vendre quelque chose et on sait qu'on a beaucoup de choses à leur apporter avec une histoire un petit peu particulière. C'est vrai que mon profil avec ma formation de vétérinaire, à la fois, ça a parfois été un handicap, on va dire, dans ma carrière de marin ou en tout cas de sportive, parce que du coup j'ai pas un parcours classique et j'ai pas certaines bases ou certains passages obligés qu'ont certains marins. Par contre pour un sponsor et un partenaire, c'est une crédibilité et des paillettes, parce que ça fait rêver et quelque chose de plus à leur apporter parce que je peux montrer que on peut aussi parfois avoir un métier et une carrière de sportive, même si c'est pas tous les jours simple à gérer et tous les jours évident non plus, parce qu'il faut aussi se dire que mes journées à la clinique c'est 8h30 19h et puis le midi je fais aussi parfois j'essaye de créer ma boîte pour du coup quand on va se lancer sur la Jacques Vabre le soir ou le matin j'envoie les mails pour essayer de trouver des partenaires en fait tous les moments de la journée un petit peu je crois. Mais du coup les journées sont bien remplies et puis il y a aussi la préparation physique parce que comme je disais, il faut physiquement être en forme, comme il faut l'être, je pense, pour travailler aussi en rural. Mais tu fais vachement ce parallèle depuis le début entre la clinique et la navigation. T'as parlé de la chirurgie tout à l'heure, là tu le redis. C'est quoi les compétences communes en fait de ces deux activités qui a priori ont rien en commun? Qu'est-ce qui finalement est commun? Je pense qu'il y en a énormément et je m'en suis rendu compte tout le temps. Donc il y a à la fois un petit peu cette capacité d'organisation dont on a besoin dans notre métier et dont on a besoin sur un bateau parce que cette organisation nous permet par la suite de gérer les imprévus comme je disais tout à l'heure. Il y a je pense que en tant que vétérinaire, on nous apprend aussi à connaître nos limites, savoir quand il faut référer par exemple ou quand on est capable de le gérer nous-mêmes. Oui. Enfin, en tout cas, moi c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup appris quand j'étais à l'école. Et c'est assez utile aussi de le savoir sur un bateau, de savoir où sont nos limites pour pas se mettre en danger dans certaines situations, pour pouvoir par exemple adapter les voiles du bateau avant que la tempête arrive si on sait que dans tous les cas on sera pas capable de changer de voile si le vent est monté ou ces choses-là. Il y a à la fois la capacité physique parce qu'il faut être en forme quand même. Bien sûr. En fait, à partir du moment où j'ai voulu faire de la course au large, donc j'ai fait beaucoup plus de préparation physique que ce que j'avais pu faire avant. Et ça a été, c'est bête, mais ça a été la période où j'ai réussi à détordre toute seule ma première torsion utérine sans avoir forcément besoin de rouler la vache. C'est des petites victoires comme ça de temps en temps, mais qui font quand même nous rendre compte que, moi en tout cas, qui m'ont fait prendre conscience que les deux étaient liés et les deux pouvaient m'apporter aussi bien d'un côté que de l'autre. Il y a aussi la communication et le travail d'équipe, parce que mine de rien, même si en rural, je suis toute seule dans ma voiture, toute seule face aux clients, je travaille quand même avec des confrères. Principalement des confrères parce que j'ai plus de concerts, mais avec des confrères. Elle est partie malheureusement.
Donc on travaille à plusieurs, et il faut aussi savoir travailler à plusieurs dans une clinique. Il y a aussi cette capacité à savoir gérer son stress. Alors je dis pas que j'y arrive toujours bien, mais dans tous les cas savoir le gérer, ou en tout cas au moins le contenir un petit peu, et c'est quand même assez utile dans un milieu comme dans l'autre. Je pense qu'il y a énormément de choses que les deux m'apportent. Si je faisais toute la liste des compétences, oui, c'est marrant, c'est que les compétences que tu acquiers ou que tu développes dans l'une ou l'autre de tes activités, tu les remets en pratique presque immédiatement dans l'autre. Exactement. En fait. Donc il y a une espèce de cohérence entre tout ça. Je pense que c'est ce qui aussi a fait que j'ai autant accroché avec la voile, et que j'ai eu autant à cœur de garder les deux. Et même si c'est vrai que j'aimerais pouvoir avoir tout le temps que je veux pour continuer à naviguer, j'ai quand même... J'allais te demander justement, il n'y a pas eu des moments où ça a été tellement difficile en termes de charge que tu as failli baisser les bras dans l'un ou l'autre, dans l'une ou l'autre de tes activités? Si, souvent. Notamment au cours des dernières années où en fait il y a eu pas mal de dispositifs de sélection pour des femmes pour certaines courses en voile. Donc j'ai pu participer à 2. J'en ai gagné aucune des 2 sélections. À la fin de ces sélections, on se dit qu'on a quand même investi tellement de temps, tellement d'énergie. J'ai fait des concessions pour me préparer à ces choses-là, parce que à chaque fois j'ai cumulé et mon métier et les préparations. Il y a des fois on se dit à quoi bon en fait avoir fait ça. La déception est à hauteur du sacrifice. Exactement. Surtout que des fois les remarques qui m'ont été faites, c'est finalement tu fais ça en tant qu'amateur, la voile, le week-end ou sur tes jours de libre. Est-ce que tu veux pas est-ce que c'est pas plus simple de rester amateur plutôt que d'essayer de se professionnaliser? D'un côté oui, c'est plus simple, mais de l'autre il faut pas te dire ça à toi. Non, et puis pourquoi le fait d'avoir un parcours pas classique, pas comme les autres, m'empêcherait de faire ça, parce que c'était pas mes capacités en tant que marin qui étaient remises en cause, c'était plus le fait que j'avais ce métier de vétérinaire à côté qui n'a rien à voir en fait avec la voile, qui était remis en cause. Et qu'est-ce qui à chaque fois que tu t'es dit ça, tu dis que ça arrivait à plusieurs reprises où tu t'es dit je vais lâcher l'affaire. Qu'est-ce qui fait que finalement tu te dis non, en fait je vais continuer? Alors déjà, je pense le soutien de mon conjoint. Ouais. Mais en fait, il a toujours été très présent quand j'avais un petit peu envie de baisser les bras. Quand j'ai fait ma thèse aussi, j'ai eu des gros moments où je m'en sortais pas avec mes études statistiques, où j'arrivais pas à avancer comme je voulais, et il a toujours été quand même très présent et à trouver les solutions pour m'aider. Alors à poser les choses et à dire on va trouver les solutions. Ouais. Donc c'est vrai que d'un côté, il manage des équipes, non? Non, il est ingénieur dans des équipes de course au large, mais il manage pas du tout. Il est très mauvais quand il faut faire des discours face aux personnes, mais quand il faut parler juste à une personne, il sait très bien faire. Et il est très posé, et très pragmatique. Et ça, parfois, ça aide un petit peu. Et après, c'est que en fait, finalement, il y a eu des opportunités et des choses qui sont arrivées. Et ces petits trucs qui sont dit que tu passais à l'étape d'après. Exactement. Ouais. Et puis, je pense que j'aime tellement être sur l'eau et en contact avec l'océan que dès que je peux y retourner, j'y vais. Et on parlait au début de cette interview de ta famille qui t'avait quand même laissé assez libre de tes choix et t'avais pas trop mis de barrières. Comment ton entourage, ta famille vit cette double carrière? Qu'est-ce qu'ils t'en disent? Alors d'un côté, ça les embête un peu parce que du coup, ils me voient pas. Oui, parce que oui, t'as très peu de temps perso pour autre chose que ces activités. Ça laisse peu de temps pour des vraies vacances ou des temps. Si j'arrive quand même à prendre 1 ou 2 jours pour me poser un petit peu, pour faire autre chose, pour profiter un peu en famille. Mais c'est vrai que je les vois peu. Donc, pour eux, c'est vraiment le principal problème. Ils sont pas très rassurés de savoir que je vais partir en pleine mer, traverser l'Atlantique. Après, c'est comme pour les études, ils me font quand même confiance. Pour le coup, à chaque fois que je pars en course, ils ont pu découvrir le principe de la cartographie, parce que la course au large, du coup, comme on peut pas suivre les bateaux tous les jours avec
des photographes ou des caméramans ou des choses comme ça pour pouvoir suivre l'avancée des bateaux. Il y a des cartographies en ligne qui sont mises en place, donc on peut suivre les bateaux sur les cartographies. Je vois ce que c'est. Exactement. Je suis nulle, mais je vois ce que c'est. Et donc ils sont devenus accros à ça. Sur la première course, quand je suis rentrée à terre, donc on n'avait pas le droit au téléphone à bord. J'avais à peu près, je pense, une centaine de messages de ma famille parce que ils comprenaient pas pourquoi le bateau faisait demi-tour ou il faisait des choses bizarres sur la cartographie. Parce que là, sur la Transat Jacques Vabre, pas le droit d'avoir de lien en fait avec ta famille. Non, pas le droit d'avoir de lien avec la famille. Après, c'est un petit peu propre à chaque catégorie en fait de course au large. Okay. Il y a des bateaux, par exemple, qui peuvent avoir ce qu'on appelle des routeurs. C'est des gens qui vont leur faire la météo, leur dire quel chemin va être le plus adapté pour avancer le plus vite et aller à destination. Il y en a qui vont pas avoir le droit à ça, mais le droit de mettre à jour leur fichier météo. Il y en a qui vont même pas avoir le droit de mettre à jour les fichiers météo. Et enfin, il y en a qui vont même pas avoir le droit d'ordinateur à bord. D'accord. Sur la Jacques Vabre, tout le monde a les ordinateurs et les fichiers météo, mais ça rassure ta famille un petit peu. Un petit peu. Après, ils savent que je vais pas non plus faire de folie. Ils te font confiance. Oui, c'est ça. Ils me font confiance et ils me connaissent et même s'ils comprennent pas forcément tout, ils sont quand même toujours contents de suivre. Une forme de fierté peut-être. Exactement, aussi. C'est ce que j'allais dire. Je pense que la plus grande fierté de mon papa, ce sera un jour de voir un article parlant de moi dans un magazine. Ah bah c'est normal. De voile. Donc c'est sûr que ça aide un petit peu. Ils acceptent toutes mes absences parce que ils savent aussi ce que ça apporte et puis je pense qu'ils se rendent compte quand on en discute que finalement c'est aussi important pour moi et que ça me tient à cœur. Donc ils me laissent un petit peu faire. Et du coup, tu disais qu'ils peuvent être un peu stressés de t'imaginer en mer pendant tous ces jours. Effectivement, je pense que c'est relativement partagé. Moi aussi, je me dis, mais c'est complètement fou en fait. Et puis tu parlais tout à l'heure de course en solitaire. Moi, ça me paraît un peu dingue. Tout à l'heure, tu parlais aussi du fait du lien que ça avait avec la profession vétérinaire, de savoir réagir en cas d'urgence, d'avoir cette capacité quand tu es en équipe à communiquer pour gérer l'urgence. C'est quoi Enfin, est-ce que tu as déjà eu des galères ou c'est quoi les choses qui peuvent te faire peur ou faire peur aux navigateurs sur ce type de course? Alors, j'ai pas une grosse expérience sur ce genre de course, donc j'ai pas eu les très très grosses galères. C'est vrai que la pire et que tous redoutent, c'est de faire tomber le mât du bateau. D'accord. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Après, c'est pour ça que... Et ça arrive en cas de grosse tempête, en fait. Exactement, ça arrive en cas de grosse tempête, éventuellement de casse matérielle ou d'erreurs que nous on peut faire sur le choix de la manœuvre ou de la voile. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important pour nous là avec Pamela de vraiment apprendre à connaître le bateau et apprendre les différentes configurations de voile qui sont possibles parce qu'en fait il y a plein de voiles à bord du bateau et qu'on va adapter en fonction du temps et de la météo qu'on a. Après, il y a, je pense que les galères que rencontrent à peu près tous les marins, qui va être de faire tomber une voile à l'eau, d'en déchirer une, de devoir la récupérer. Donc, faire tomber une voile à l'eau, ça veut dire qu'il faut la récupérer, essayer de la récupérer en un seul morceau. Ça veut donc, dire une tu dépense t'entraînes à ça d'énergie. Alors, pas à la mettre dans l'eau. Ça, c'est sûr que non, parce que ça abîme les voiles. C'est trop cher. Mais apprendre à manipuler les voiles, oui. L'avantage d'avoir fait du plus petit bateau et en équipage, c'est que des galères comme ça nous est arrivé. Donc théoriquement, sur plus petit, je sais un petit peu comment réagir. Donc ça permet de s'adapter après aux réactions sur des plus gros bateaux ou des choses qui arrivent dans ces cas-là. Tu peux compter que sur toi-même et ton coéquipier. Faut avoir quand même développer sa confiance en soi-même, quoi. Oui. Qui est franchement pas quelque chose qui peut me caractériser. Non, mais c'est quelque chose qui est relativement difficile, mais... Oui, non, mais puis j'ai vraiment toujours... j'ai toujours beaucoup douté quand j'ai fait des choix ou... c'est un peu en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure, où je disais que pour moi, vétérinaire, c'était un peu comme une évidence. Mais une fois arrivée à l'école, je me suis posé la question et j'étais un petit peu inquiète. Mais j'ai toujours été assez
assez peu sûre de moi, ou quand j'ai été prise en prépa, donc à Saint-Louis, qui était une très bonne prépa, parce qu'elle était deuxième, je crois, quand j'étais en prépa. Enfin, c'est une très bonne prépa où je me suis dit que ça se trouve ils avaient fait une erreur, que ils m'avaient confondu avec ma sœur, que en fait j'ai toujours un syndrome beaucoup de l'imposteur. Oui, je pense très souvent. Comme beaucoup de confrères et de consoeurs. J'ai toujours beaucoup remis en cause mes capacités, mais pas mes choix. Enfin, dans ce que je savais. Donc j'espère que ce sera pareil sur le bateau, mais pour l'instant je suis plutôt à douter beaucoup et à avoir besoin justement de ces entraînements, de mettre en place ces habitudes pour te faire confiance, pour me faire confiance et pouvoir passer à autre chose et me dire que du coup je saurais gérer quand tu auras les imprévus. Mais c'est un truc que je trouve revient pas mal dans la profession, peut-être pas que d'ailleurs, c'est qu'en fait souvent on est sur des profils de vétos qui ont besoin, pour se faire confiance et pour gagner petit à petit leur confiance en eux, de se prouver qu'ils y arrivent, mais beaucoup de fois en fait. C'est pas genre oui je vais y aller comme ça et je vais me débrouiller et une fois que je l'aurai fait j'aurai confiance. Souvent on a besoin de plusieurs paliers pour arriver à avoir confiance en nous, donc ça rejoint un petit peu ce que tu décris dans la voile. Exactement. Et après moi c'est pas forcément beaucoup de choix, mais du coup c'est des gros défis. Ouais. Et du coup là on a parlé les potentiels risques, avaries, etc. Mais c'est quoi les trucs où vraiment pour rien au monde tu ferais autre chose, les moments un peu hors du temps, les plus beaux moments de voile que t'as pu vivre? Alors déjà, il y a tous ces moments où, enfin finalement, on n'est pas embêté avec les téléphones qui sonnent tout le temps. On n'est pas pressé par un rendez-vous ou quelque chose. C'est cette capacité à pouvoir couper. Le rapport au temps est différent. Est complètement différent. En fait, de toute façon, la seule chose qui va plus ou moins nous guider, c'est notre fatigue. Après, en double, on essaie quand même de faire des quarts parce que comme il faut avoir quelqu'un en veille tout le temps sur le bateau, on se répartit un petit peu. Je me rappelle qu'Inès en avait parlé dans son épisode. Et c'était combien d'heures du coup à chaque fois? Alors nous, en course, on fait 2 heures. Et ça t'apprend à gérer cette problématique du sommeil, parce que tu dois en un temps très réduit recharger les batteries, ce qui est pas du tout conventionnel avec la vie à terre où tu fais des nuits tout simplement quoi. Alors non, moi j'ai pas vraiment appris, il y a personne qui nous apprend à le faire. Après c'est pareil, c'est là qu'aussi le métier de véto m'a aidé, c'est que les premières nuits de garde, je pense que je dormais presque pas. Je faisais un sursaut à chaque fois que mon téléphone sonnait et en fait finalement avec les gardes on apprend très vite à devoir répondre au téléphone, être capable d'analyser ce qu'on nous dit, d'identifier si c'est une urgence ou pas, éventuellement de retenir quel éleveur nous a appelé parce que si on part à l'autre bout de la clientèle il y a un souci, et de prendre la décision en conséquence alors qu'on a été tiré d'un sommeil plus ou moins profond il y a moins de 30 secondes. Et c'est quelque chose qui m'a permis, je pense, de m'adapter peut-être un petit peu plus vite sur les bateaux, parfois à la fatigue, et à ces obligations de devoir dormir. Enfin, quand il faut aller dormir, même s'il est que 18 heures, il faut dormir. Après, d'un autre côté, je pense que j'ai un peu du mal à savoir où sont mes limites et je vais avoir tendance à pousser, comme tu disais, je suis un peu hyperactive et le problème sur un bateau, c'est qu'on peut pas pousser trop loin, parce sinon on se met en danger. Exactement. Donc c'est surtout ça, moi, qu'il va falloir que j'arrive à gérer. C'est pas trop pousser et savoir me reposer de te temps connaître en temps. vraiment Exactement, sur ce point-là. Bon, on a digressé, mais du coup on était sur tes plus beaux souvenirs de voile. Alors il y en a beaucoup. Et les nuits avec super étoilées, les pleines lunes, avec un vent pas trop fort et quand il fait pas trop froid, c'est quand même là tu te dis que pour rien au monde tu voudrais être ailleurs. Pour peu qu'il y ait 1 ou 2 dauphins qui viennent se rajouter, c'est sûr que c'est quand même c'est vraiment des sentiments de liberté est-ce qu'il y a un côté aussi, parce que tu parles du rapport au temps, un côté ancrage dans le présent qu'on perd malheureusement quand on est dans le tourbillon de la vie, du travail, etc. Est-ce que là, dans ces moments-là, il y a une notion un peu ce qu'apporte la méditation, cette espèce d'ancrage dans le moment, l'instant présent? Je pense parce que, à la fois il y a cet ancrage dans l'instant présent et en fait on perd complètement la notion des jours, la notion des temps, donc du temps. Donc c'est sûr qu'on est obligé de, on se concentre surtout sur ce qui se passe à ce moment-là et éventuellement peut-être sur le phénomène météo qui arrive après, mais vraiment sur
sur le moment présent. Après, ce que j'aime aussi beaucoup, je pense, c'est en navigation, mais c'est ce que j'aimais aussi beaucoup avec le surf. C'est il y a un petit peu d'humilité, et il faut aussi savoir s'adapter au milieu dans lequel on évolue, et pas le milieu qui s'adapte à nous. Oui, c'est pas la mer qui s'adapte à toi. Exactement. Et donc si la tempête elle doit passer, on est sûr de devoir l'essuyer, donc il va falloir Il y a une forme de résilience. Exactement. Et c'est c'est vraiment ce que j'aime bien retrouver avec le bateau, c'est qu'on va s'adapter à l'environnement. Et pas l'inverse. Et je trouve que parfois on a tendance à l'oublier un petit peu tous les jours, qu'il faudrait s'adapter un petit peu plus à l'environnement que vouloir tout imposer tout le temps. Ouais, c'est une chouette morale. Et du coup, je te pose la question en miroir. C'est quoi ton ou tes plus beaux souvenirs de rural? Mes plus beaux souvenirs de rural, il y en a beaucoup. Il y a ce que je disais tout à l'heure, la première torsion que j'arrivais à défaire toute seule sans avoir à rouler la vache, c'est quand même une petite satisfaction. J'aime toujours je pense que un vélage qui se passe bien, c'est quand même toujours quelque chose d'un petit peu satisfaisant. Surtout on a des éleveurs qui travaillent vraiment bien. On sait quand on n'arrive pas sur des grosses catastrophes ou des choses comme ça, mais on sait que quand ils nous appellent, c'est qu'ils ont vraiment besoin de notre aide, et réussir à faire le travail, et que la mère et le veau soient vivants, ou que la vache soit soignée, ou que c'est quand même satisfaisant. Et on sait que ça fait toujours plaisir de travailler avec des éleveurs qui nous font confiance, et c'est un petit peu ce que je disais aussi au début, c'est assez satisfaisant de réussir à faire quelque chose de bien chez des éleveurs qui nous font confiance et avec lesquels on travaille très très bien. Donc ça, c'est vrai que j'ai des endroits où j'aime beaucoup aller en rural, parce que je sais qu'on y est toujours bien accueilli, et même si ça se passe pas toujours comme on voudrait, quand ça se passe bien, c'est quand même assez satisfaisant. Et après, je pense que ce que j'aime beaucoup, quand j'ai commencé à travailler, on a eu assez vite des stagiaires. Et comme on est assez souvent qu'un seul à travailler au rural, quand les stagiaires venaient pour faire de la rurale, je les ai très vite eus avec moi. Ce qui est pas forcément facile quand on est déjà pas très sûr de soi et qu'on sort de l'école. Quand on est jeune. Voilà. Donc c'était un petit peu au début ma bête noire. Et là, ça fait pourtant que 4 ans que je suis sortie de l'école, mais je sais que j'aime bien avoir un stagiaire à la fin de sa période de stage qui est content, qui a appris quelque chose, qui a apprécié sa période de rural. Parfois, on a des stagiaires, notamment les alforiens, qui ont des stages obligatoires à faire en rural, même pour ceux qui qui ne veulent pas faire ça. En 4e année, on a eu 1 ou 2 stagiaires comme ça. D'accord. Et qui me disent à la fin de la semaine, tu m'as fait apprécier la rurale, alors que je me destine pour les NAC ou à la canine. C'est vrai que je me dis que j'ai quand même un petit peu réussi oui, que t'as apporté ta petite pierre, et que j'ai apporté quelque chose. Je leur ai fait au moins découvrir quelque chose d'autre, et je leur ai montré que la rurale, c'est pas seulement de la bouse et de la pluie tout le temps, et des choses pas très agréables. Oui, je vois. Comment tu vois la suite de ton double parcours? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis au jour le jour, et puis tu prendras les décisions au fur et à mesure, ou est-ce que tu te stresses avec ça, tu dis qu'il va falloir faire un choix à un moment donné? Comment tu envisages la suite? Alors, c'est plutôt quelque chose, on va dire, que j'essaye de voir au jour le jour, mais pas trop du jour pour le lendemain, parce que je suis quand même salariée, et j'ai des collègues qui ont besoin d'être fixés. Après, je pense que effectivement, peut-être qu'à un moment, je vais être obligée de faire un choix. Ça risque d'être compliqué, parce que même si j'ai envie de pouvoir naviguer énormément, je sais que je suis quand même très attachée à mon métier de vétérinaire, même si il y a des jours, je rentre et j'ai plus envie d'aller au boulot parce que la journée a été pourrie, parce que j'ai été face à un client pas très agréable, parce que j'ai passé ma journée à faire des euthanasies, ou passer ma journée. J'en ai fait 3, ce qui est beaucoup trop dans une journée Bien sûr. pour moi. Je sais que je pense que j'arriverai pas à faire complètement une croix dessus, parce que ça reste quand même un métier que j'ai choisi par passion, qui, même s'il me fatigue, et même si
Je trouve que on n'a pas toujours du respect de la part de tous les gens, notamment sur les gardes. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui me pèse le plus. T'es pas lassée, ouais. Oui, c'est un vrai sujet. Même si c'est des côtés qui me pèsent beaucoup, je pense que j'arriverai pas à m'en défaire tout le temps. Enfin, à vie, en tout cas. Après, je pense que c'est aussi une chance d'avoir ce bagage vétérinaire et cette volonté de faire de la voile à haut niveau et marin plus ou moins professionnel pendant un certain temps, parce que je me dis que si jamais ça marche pas, si jamais je me rends compte que c'est pas quelque chose que je pourrais faire pour une durée très longue, j'aurai toujours ce bagage de vétérinaire. Par contre, la voile, ça reste un milieu très très précaire et très incertain pour l'instant. Finalement, il y en a peu qui arrivent à en vivre. La plupart de ceux qui peuvent se lancer et se permettre d'essayer d'en vivre, c'est des gens qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup travailler à côté. Donc on verra si ça marche ou pas. Après, pour l'instant, j'arrive sans faire vraiment le choix. Je vais quand même être obligée de le faire un petit peu au moment de la Jacques Vabre, puisque je vais arrêter de travailler. Donc c'est plus vis-à-vis des gens avec qui je travaille à la clinique que je veux pouvoir faire ce choix. Bien sûr. Que par respect pour exactement. Eux aussi. Oui, parce un petit hommage quand même que tu leur rends là. Oui, parce que ils ont l'air assez cool. En tout cas, investis. Ils sont très investis. C'est pas forcément tous les jours simple, ni pour eux, ni pour moi, mais c'est sûr que je leur dois beaucoup et que je pense que je suis une des vétérinaires en France qui fait le plus de bateaux, et pourtant on a été assez nombreux à faire partie du club voile et à naviguer beaucoup. Enfin, parmi mes marraines, j'en ai une qui travaille encore comme vétérinaire et qui navigue encore aussi, mais elle a beaucoup moins de temps de naviguer parce que il faut négocier beaucoup plus pour être libérée dans sa clinique. Donc c'est sûr que je peux pas. Tu mesures que c'est une chance. Oui, je suis obligée de le reconnaître et je leur dois quand même énormément, même si je vais pas nier que j'ai beaucoup travaillé et qu'il faut aussi les convaincre que ça vaut le coup, que mon projet vaut le coup. Ça n'empêche que je leur dois quand même beaucoup dans le planning qui est fait et dans le fait de me libérer aussi souvent. Et oui, t'exclus pas effectivement faire des choix au cours de ta carrière entre l'un et l'autre, pas forcément les deux en même temps, mais finalement les carrières c'est pas linéaire, on s'en aperçoit de plus en plus. Maintenant je commence à avoir un peu de recul, mais quand on voit les vétérinaires que j'ai pu interviewer pour Veto Micro, en fait c'est complètement fou, comme les gens ils passent parfois pendant 15 ans à faire autre chose, ils reviennent en tant que praticien. Finalement ce diplôme tu l'as pour toujours en fait. Exactement, c'est vrai que oui, c'est ce que tu disais, les carrières sont plus linéaires. Non. Et c'est assez drôle parce que au début, quand j'ai commencé à monter un petit peu en niveau en voile, à passer certaines sélections, pendant des entretiens, une des questions qui m'a été posée, c'est est-ce que ton diplôme périme ? Ah, c'est vrai. Et j'ai vraiment regardé la personne interloquée parce que je ne comprenais pas la question. Et périme, c'est-à-dire. Et donc oui, c'est vrai que on a quand même j'ai ce diplôme et on a la chance d'avoir la formation et la possibilité effectivement de faire énormément de choses différentes. Bien sûr. Mais ce diplôme, il t'attendra. Exactement. S'il le faut, il t'attendra. Exactement. Avec des nécessités de remise à niveau s'il en faut, ça c'est assez évident, mais oui, je sais que j'ai la possibilité de passer de l'un à l'autre relativement facilement, on va dire, si je le veux. Bien sûr. Après, en termes de réalisation, ce sera autre chose, mais au moins j'ai cette possibilité-là. Alors après, quelle décision je prendrai quand, je ne sais pas. Je sais pas encore. J'attends de voir comment se passera la Transat Jacques Vabre, déjà. On se revoit dans un an, du coup. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux vétérinaires qui ont une passion dévorante, alors sportive, artistique ou autre, et qui se sentent un peu tiraillés entre les deux? Alors, je dirais que c'est pas facile, mais que c'est possible de faire les deux. Qu'il faut réussir à convaincre un peu tout le monde tout le temps, parce que mine de rien, à l'école, je pense que tous mes camarades de promo pourraient vous le dire, j'étais tout le temps celle qui demandait à être absente sur certaines rotations, qui devait toujours arriver en 4e année quand il y a les nuits de garde, les week-ends de garde, ou ces choses-là quand on passe au service d'équine, ou j'étais tout le temps celle qui devait un petit peu composer avec tout le monde et qui allait échanger tout le temps
les gardes pour pouvoir m'arranger et partir en compétition quand je devais partir en compétition. Et il y a des gens que ça agaçait vraiment beaucoup? Je pense que tout le monde l'a pas forcément apprécié. J'ai eu la chance d'avoir un groupe d'amis assez proches qui m'ont toujours plutôt soutenu, même s'ils comprenaient pas forcément toujours tout ce que je racontais ni tout ce que je faisais. Ils ont toujours été derrière moi et ça aide un petit peu. Après, à l'école, finalement, je pense que ça a agacé un petit peu certains encadrants parce que c'est jamais confortable d'avoir un élève qu'il faut remettre à un endroit pour passer un partiel, pour l'habilitation sanitaire par exemple que j'ai pas passé en 4e année comme tout le monde mais en 5e année. Il y a eu beaucoup d'adaptations, quoi. Voilà, mais en fait finalement si on n'ose pas demander, on n'a jamais les autorisations. Puis, il y a des fois je pensais que ça allait être une négociation de 3 semaines et en fait en 1 heure c'était réglé. Et du coup, je pense qu'il faut oser essayer de s'organiser, mais surtout s'organiser et essayer de demander à modifier les choses. Il y a rien qui est figé et finalement c'est pareil dans le milieu. On passe notre vie à essayer de s'adapter et à adapter nos plannings aux demandes des clients. Bien sûr. Donc en fait, on est capable de le faire aussi pour nos vies à nous. Et je pense que parfois il faut se dire que faut pas s'auto-censurer. Exactement, faut pas s'auto-censurer. Si on est capable de le faire pour les autres, on est capable de le faire pour nous et les autres peuvent comprendre que parfois on a besoin aussi de devoir un petit peu adapter nos emplois du temps et après je pense que faut toujours que ça aille dans les deux sens aussi. Parfois il faut faire des concessions et faut être dans le dialogue, dans la communication. Exactement, la pédagogie. C'est ça, le dialogue et la communication. C'est facile à dire qu'à faire, mais exactement. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ce projet de la Transat Jacques Vabre? C'est compliqué de dire ce qu'on peut souhaiter à soi-même, mais je pense déjà de la réussite parce qu'il faut la finir cette Transat Jacques Vabre. Et après les résultats, on verra, mais je pense déjà la finir sera un bel accomplissement. D'accord. Et pour ce qui est la partie sponsoring, donc tu es encore en recherche de sponsors. Je sais pas si ce podcast peut servir ou pas, mais est-ce que tu peux est-ce que c'est un message à faire passer de ce point de vue-là? C'est sûr que donc on est toujours à la recherche de partenaires nous pour nous aider à financer le projet. En termes de visibilité pour les partenaires, c'est quand même assez important parce que c'est quelque chose qui est pas mal retranscrit. Avec la bourse qu'on a gagnée, on a énormément de soutien en communication et en médias. Parce qu'on a notamment dans les partenaires médias version Femina qui est quand même quelque chose qui arrive toutes les semaines dans les foyers de manière générale. Donc pour tout partenaire ou toute boîte qui cherche à se faire connaître, on va dire des particuliers du grand public, ça peut être intéressant. Moi, ce double côté vétérinaire et navigatrice m'a toujours tenu à cœur et a toujours fait partie depuis que je suis à l'école de ma vie et de mon quotidien. Et je serais vraiment très fière et j'ai à cœur d'avoir des partenaires moi qui me parlent et qui pourraient faire partie de ce milieu-là. Donc c'est vrai que peut-être que certains ont déjà reçu certains de mes mails. Mais voilà, ça me ferait vraiment très plaisir d'essayer d'embarquer des boîtes, des acteurs de l'écosystème vétérinaire. Des acteurs de l'écosystème vétérinaire ou au moins des entreprises qui ont des valeurs assez communes aux miennes ou au milieu vétérinaire. D'accord, ok, c'est très clair. Comment ils peuvent te contacter, alors que ce soit les sponsors ou peut-être des confrères ou des consoeurs qui écoutent ce podcast et qui ont envie de te contacter pour tout un tas de raisons? Alors ça peut être par les réseaux, soit le LinkedIn, les réseaux professionnels. Moi, je t'ai contacté comme ça. Exactement. Tu m'as répondu assez vite. Soit les réseaux sociaux aussi, par Instagram ou Facebook. Et après, il y a un compte Instagram qui permet de te suivre dans ces aventures-là. En fait, mon compte personnel, donc il y a mon nom et surtout, principalement consacré à la voile. À la voile. Ok. Oui. Je te remercie pour d'avoir accepté de prêter à cette interview. C'était hyper intéressant et c'est ce qui m'a le plus interpellée, c'est vraiment la partie commune qu'il y a entre la navigation et le milieu vétérinaire qui a priori n'ont absolument rien à voir. Donc je te remercie parce que tu nous as fait voyager un petit peu et puis évidemment je te souhaite le meilleur pour cette course et j'espère avoir de tes nouvelles. Du coup, c'est quand c'est au printemps prochain ou une fois que ce sera terminé, à la fin de l'hiver?
Ah oui, on arrive... Oui, octobre, t'as dit, donc finalement... On arrive mi-novembre. Mi-novembre, donc l'hiver prochain. Merci beaucoup, Tiffaine, à bientôt. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.